Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. La facture des charges locatives de l'État est passée de 16 milliards à 12 milliards de francs CFA. Des performances réalisées grâce à la mise en œuvre de la nouvelle politique de gestion et de modernisation du patrimoine bâti de l'État. Nous ferons le point dans ce dossier, mais aussi avec le directeur de cette agence que nous recevons comme invité. Il s'agit de M. Abdou Karim Fofana. À 72 heures de la fête de Tabaski, la sécurité a été renforcée dans les points de vente de moutons qui constituent l'attraction. L'effervescence est aussi chez les vendeurs de tissus à la pesée et chez les tailleurs établis au coin de rue. Dans Carnet Vacances, nous irons à la rencontre des élèves qui s'adonnent à des activités génératrices de revenus. À Diourbel, c'est la tendance pour ces élèves qui préparent déjà la rentrée scolaire. Et comme menu culinaire du jour, nous vous proposons de revisiter le kaldou, le plat préféré de la plupart des Casamançais. Comme tous les vendredis, la rubrique métier est au rendez-vous. Aujourd'hui, on s'intéresse aux magistrats, leur formation, leur rôle et leur organisation à découvrir dans cette édition avec Louise Bizza. Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal que nous ouvrons d'abord avec le communiqué du Conseil des ministres. Il est lu par Oumar Diawa. Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres jeudi 8 septembre 2016 à 15h au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État présente ses meilleurs vœux à la Oumma islamique, particulièrement à la communauté musulmane du Sénégal, à l'occasion de la célébration de la fête de l'Aïd el-Adha Tabaski le 12 septembre 2016. Il formule également des prières ferventes pour un Sénégal uni, stable et prospère dans un monde de paix et réitère au gouvernement ses directives relative à la mise en place d'un dispositif efficace et durable de facilitation de l'approvisionnement du marché national en moutons à des prix accessibles. Revenant sur l'élection des membres élus du Haut Conseil des collectivités territoriales, du 4 septembre 2016, le président de la République félicite le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, les autorités administratives et tous les acteurs engagés pour la parfaite organisation du scrutin dans tous les départements du Sénégal. Au regard de cette étape décisive dans l'approfondissement consensuel de notre politique de décentralisation avec une responsabilisation accrue des collectivités territoriales et des élus locaux dans le pilotage du développement territorial, le chef de l'État demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions requises afin d'assurer l'installation adéquate du Haut Conseil, nouvelle institution approuvée par le peuple sénégalais lors du référendum du 20 mars 2016. Abordant les performances économiques et sociales remarquables du Sénégal, le président de la République adresse ses félicitations au gouvernement, à l'administration publique et au secteur privé pour cette dynamique globale et positive de l'économie nationale portée par la mise en œuvre intensive des projets et réformes du plan Sénégal émergent PSE. En vue de consolider les résultats appréciables du PSE, le président de la République invite le gouvernement à accorder une attention particulière à la maîtrise stratégique de la gestion des finances publiques, à l'amélioration de l'environnement des affaires et à accélérer la mise en service du parc industriel de Diamniadio et des zones industrielles et artisanales prévues dans les régions. Poursuivant sa communication autour de l'intérêt particulier qu'il accorde au développement des PME-PMI et à l'emploi des jeunes, le chef de l'État demande au Premier ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires à la promotion des PME-PMI, de l'emploi des jeunes et à l'adoption dans les meilleurs délais du projet de loi de développement des PME et de modernisation de l'économie. Par ailleurs, le chef de l'État demande au Premier ministre de veiller au suivi permanent des contentieux sociaux dans les entreprises, au paiement intégral des droits légaux des travailleurs concernés et de préparer la tenue de la deuxième conférence sociale avant fin octobre 2016. Abordant la préparation des prochaines rentrées scolaires et universitaires, le président de la République demande au gouvernement de poursuivre sans relâche et dans le consensus avec tous les acteurs impliqués les efforts tendant à faire de l'école et de l'université les instruments fondamentaux de valorisation du capital humain national. Dès lors, le chef de l'État indique au gouvernement l'urgence de prendre toutes les dispositions requises en vue d'une très bonne rentrée scolaire et universitaire 2016-2017, de mettre en œuvre les engagements déjà pris devant les syndicats d'enseignants
et d'évaluer l'état d'application effective des décisions issues des conseils présidentiels sur les assises de l'éducation et de la formation et sur les concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Le président de la République a clos sa communication sur son agenda diplomatique et le suivi de la coopération en informant le Conseil des visites qu'il a effectuées au Kenya, en Chine et au Pakistan. Le Premier ministre, après avoir félicité le président de la République pour la dynamique d'intensification de sa politique de partenariat économique et les résultats tangibles obtenus lors des différentes participations à la TICAD au Kenya, au sommet du G20 en Chine et dans le cadre de sa visite au Pakistan, a rendu compte de la coordination de l'activité gouvernementale. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait le point de la situation sous-régionale, africaine et internationale. Le ministre auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent a fait le point de l'état d'avancement des différents projets et réformes. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord révisé de la communauté des États sahélo-sahariens adopté à N'Djamena le 16 février 2013. Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord portant création de l'institution de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques, ARC, le projet de décret portant création du réseau des instituts supérieurs d'enseignement professionnel, RISEP. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. M. Kolisek, conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment ambassadeur, directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, est nommé ambassadeur représentant permanent de la République du Sénégal auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, en remplacement de M. Mambaba Cissé, appelé à d'autres fonctions. Mme Fatoumata Bintou Rassoul Correa, conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République de Cabo Verde, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence M. Michel Miguel Elias Temer Lula, président de la République fédérative du Brésil en remplacement de M. Habibou Ndiaye. M. Momar Gueye, conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République fédérale démocratique d'Éthiopie et ambassadeur représentant permanent de la République du Sénégal auprès de l'Union africaine à Addis Abeba, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence M. Joachim Gauck, président de la République d'Allemagne, poste vacant. M. Abdou Salam Diallo, conseiller des Affaires étrangères principal, de classe exceptionnelle, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal au Royaume d'Espagne, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence M. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie en remplacement de M. Mamadou Dem, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Momar Diop, docteur en sciences politiques, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République d'Afrique du Sud, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Sa Majesté Willem Alexander, roi des Pays-Bas, en remplacement de Mme Maïmouna Diop Sy, admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Abdou Khadir Agne, économiste, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence M. Mohamedou Issoufou, président de la République du Niger avec résidence à Niamey. M. Mohamedou El Bachir Diak, conseiller des Affaires étrangères, est nommé consul général de la République du Sénégal à Guangzhou, en République populaire de Chine. M. Abdoulaye Lo, ingénieur en métallurgie, est nommé directeur général de l'Agence nationale des chemins de fer. M. Tierno Birahim Aou, docteur en transport, est nommé directeur exécutif des transports urbains de Dakar, en remplacement de M. Alouine Thiam en fin de mandat. Mme Ndeye Anambay, juriste, est nommée inspecteur des affaires administratives et financières au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, poste vacant. M. Pape Sidi Diouf, professeur de technique quantitative de gestion, est nommé directeur du Centre de formation professionnelle et commerciale de Dakar, CFPC, en remplacement de M. Abdoulaye Dia, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Souley Diouf, docteur vétérinaire, précédemment chef de service régional de l'élevage de Kaolack, est nommé inspecteur technique au ministère de l'élevage et des productions animales. Enfin, M. Maïssa Ndiaye, docteur vétérinaire,
précédemment chef du service régional de l'élevage de Thiès, est nommé inspecteur technique au ministère de l'élevage et des productions animales. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. Voilà, merci à vous, Oumar Diaw. 2 morts et des dégâts matériels importants. C'est le bilan des fortes pluies enregistrées à Mbane, dans la région de Saint-Louis. Plus de 22 villages sont touchés par ce sinistre. Donc, sur instruction du chef de l'État, le ministre du Renouveau urbain et la déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale se sont rendus sur les lieux. Il s'agit d'apporter un soutien moral et matériel aux victimes. Fatou Diouf nous fait le point. Sur le chemin de Mbane, l'on s'aperçoit déjà de l'ampleur des dégâts. De fortes pluies accompagnées de vents violents ont presque tout ravagé sur leur passage. Des maisons en ruine, poteaux électriques à même le sol. Pire, 2 pertes en vies humaines, des moments de désolation pour les familles éplorées. C'est brusquement que le bâtiment est tombé sur nous. Mes enfants et moi étions dans la chambre. Lorsque j'ai essayé de sauver ma fille, elle m'a dit « Maman, j'ai perdu mon pied ». Elle est morte comme ça. C'est trop dur. Après ce sinistre, l'État a dépêché sur les lieux le ministre du Renouveau urbain et la déléguée générale à la protection sociale. Ils ont présenté les condoléances du gouvernement et apporté le soutien de l'État. Je suis venue accompagnée de mon frère, le ministre Diène Farbassar, pour présenter nos condoléances. Les condoléances du président, du gouvernement, du Premier ministre, de son épouse à cette famille qui a perdu leur fille qui avait 15 ans lors de cette forte pluie accompagnée d'un grand vent. Nous avons aussi amené une petite contribution qui est 34 tonnes 800 de riz et des enveloppes pour présenter nos condoléances aux familles éplorées. C'est dur, après suite à ce bourrasque qui a fait des ravages. Mais on se remet à Dieu. Et je sais qu'à Mbane, nous avons des croyants. Et le discours que j'ai écouté me prouve que cette mère qui a perdu sa fille est une grande musulmane parce qu'elle a remis tout aux mains de Dieu. Sur les 107 villages de Mbane, 22 sont touchés par cette catastrophe. La délégation s'est rendue dans 3 villages pour partager avec les populations ces moments difficiles. Je le disais en titre, la modernisation et la gestion du patrimoine bâti de l'État commence à porter ses fruits. De 16 milliards et demi en 2015, la facture globale des charges locatives est ramenée à 12 milliards,5. Des performances à effet immédiat sur les dépenses publiques et le résultat. Et donc le résultat d'un changement de cap opéré par l'Agence nationale du patrimoine bâti de l'État. C'est un dossier signé Mamadou Samambo. Le patrimoine bâti de l'État du Sénégal. Plus de 1300 édifices recensés uniquement à Dakar. Locaux pour services publics et logements de fonctionnaires et agents de l'État sur critères. Le patrimoine bâti a connu plusieurs retouches institutionnelles. Dernières innovations en date. Les conventions de bâtiments ont explosé entre 2003, 2004 et 2012. Nous sommes passés d'environ 2 à 3 milliards à presque 16 milliards en 2012. Donc c'est la raison pour laquelle le président de la République a pris un certain nombre de mesures. La première, c'est de baisser, c'est de supprimer les logements conventionnés. On loge les services dans les bâtiments appartenant à l'État, ce qu'on appelle les bâtiments administratifs. Mais pour les personnes, s'il n'y a pas de bâtiment aptes à les loger, on leur donne leur indemnité et ils vont sur le marché choisir leur bâtiment eux-mêmes. Alors cette mesure a permis de faire une économie d'environ 34% sur les engagements locatifs de l'État. Donc on est passé de 16 milliards et demi à 12 milliards et demi rien qu'en 2014. Nous sommes dans un contexte de rationalisation des dépenses publiques. À la foulée, 4 milliards d'économies en seulement 12 mois. Résultat, moins de stress pour le trésor public et plus de crédibilité de l'État au regard de ses bailleurs. J'avais une certaine appréhension puisqu'on disait que, en foi, l'État ne payait pas ou payait avec retard. Ça fait plus d'1 an
que ces conventions marchent. En tout cas, le paiement est régulier. Ça nous permet de faire une planification, tant au niveau de nos engagements que nous avons au niveau de notre institution financière, que nos engagements en tant que partenaire stratégique vis-à-vis de l'hôpital militaire de Ouakam. Et aussi, effectivement, le socle de la fondation, c'est les invalides, que nous puissions effectivement atteindre nos objectifs. À la direction générale de l'AGPBE, boulevard de la République, les claviers crépitent, les données se précisent. L'on met à l'épreuve manuel de procédure, plan stratégique et outils de gestion pour plus d'efficacité dans l'exploitation, l'entretien et le développement du patrimoine. C'est-à-dire on va vers ce qu'on appelle un ratio occupant. On va définir des conditions d'occupation en déterminant des ratios. Pour un directeur, il faut se limiter à tant de mètres carrés. Pour un chef de division, il faut se limiter à tant de mètres carrés. Et pour un certain nombre de services, il faut être dans ce qu'on appelle des espaces collaboratifs ou open space. Parce que, comme nous le rappelle souvent le président Macky Sall, il faut être un État responsable, mais aussi un État organisé. Tout cela doit faire l'objet de textes encadrés, organisés, qui vont être produits à temps et soumis à l'autorité pour son appréciation. La livraison prochaine du building administratif réfectionné et les projets, cités et services de Diamniadio viendront renforcer les aptitudes et capacités de l'agence pour une nouvelle jeunesse du patrimoine bâti de l'État du Sénégal. Voilà, pour poursuivre dans ces dynamiques, vous parlez justement des performances réalisées par le patrimoine bâti de l'État. Nous recevons M. Abdou Karim Fofana, directeur général de l'Agence de gestion du patrimoine bâti de l'État. M. Fofana, bonsoir. Et bonsoir, Mme Baldé. Merci de nous inviter. Très bien, merci d'être avec nous. Alors, nous reviendrons justement sur les économies et l'efficience évoquées dans le reportage réalisé par Mamadou Sambambo. Mais tout d'abord, quelles sont les missions du patrimoine bâti, de l'Agence du patrimoine bâti de l'État? Alors, Mme Baldé, en quelques mots, comme je l'ai dit tantôt, le patrimoine bâti, c'est un service qui existe depuis les années 70. C'était d'abord un service de gestion des logements administratifs qui était logé au niveau des domaines. Et puis, dans les années 80, le président Abdou Diouf a pris la mesure de la nécessité de l'entretien des bâtiments publics et a mis une composante entretien des bâtiments publics. Donc, la mission, c'était gestion administrative et technique. En 2013, vu le développement du parc, la vétusté des bâtiments et l'inadaptabilité des bâtiments par rapport aux besoins de l'État, le président Macky Sall a pris la mesure de transformer cette direction en agence en lui dotant de nouvelles missions et de nouveaux moyens avec un nouveau cap. Donc aujourd'hui, c'est une agence qui a la mission de gérer le parc immobilier de l'État, mais aussi d'entretenir les bâtiments et de développer le parc immobilier, parce que comme on le dit souvent, l'État est le premier propriétaire, mais il est le premier locataire. Pourquoi? Parce que les bâtiments ne sont pas adaptés et souvent, ils sont dans un état de vétusté. Alors, vous avez combien de bailleurs à ce jour et quelles sont les charges qui pèsent aussi sur l'État? Toujours, il y en a quand même des milliards. Hein? Voilà, on a 1 millier de bailleurs. Et en 2012, je dois corriger Mamadou Sambambo, en 2012, le niveau des engagements locatifs de l'État était à un niveau de 16 milliards et demi. Grâce au volontarisme du chef de l'État qui a donné une directive présidentielle pour la suppression des logements conventionnés, on est passé de 16 milliards et demi à 12 milliards et demi. Les missions qui nous étaient assignées dès le départ, c'était la rationalisation des dépenses. Il n'est pas normal qu'un État qui ait 1300 bâtiments rien qu'à Dakar paye autant de loyers. Après, c'est l'appurement des arriérés de loyer. Vous l'avez vu ce matin, tous les bailleurs du patrimoine bâti, c'est-à-dire ceux qui louent à l'État des bâtiments, qui sont à peu près au nombre de 1000 et pour lesquels il y a 90% de personnes physiques et 10% de personnes morales, des sociétés, l'État a apuré ses dettes pour 20 milliards. Donc à la veille de la Tabaski, l'État a injecté 20 milliards dans le système bancaire qui vont aller chez des personnes, pour la plupart des retraités, et ça va leur permettre de passer de bonnes fêtes de Tabaski, mais aussi de préparer la rentrée scolaire et de dynamiser un peu, parce que le patrimoine bâti est aussi un outil de relance de la consommation. Toujours dans la rationalisation, y a-t-il jusqu'à présent des niveaux où on peut faire des économies? Oui, les économies, on les étudie toujours. Vous avez vu toutes nos équipes qui sont en train de voir, par exemple, dans ce qu'on appelle le zoning. Dans l'immobilier, le plus important pour déterminer un prix, c'est la zone. Le centre-ville est plus cher que, par exemple, le boulevard Général de Gaulle. Donc on essaie de voir comment dispatcher les services, les disperser un peu dans Dakar pour faire bénéficier au budget de l'État d'économies qui peuvent soulager un peu la bourse de l'État.
L'entretien aussi, c'est un autre problème pour rationaliser ces ressources liées aux charges des bâtiments loués par l'État, comme vous le voyez sur ces images que la télévision vous propose justement. Parlez-nous de cet entretien-là. Oui, l'entretien, c'est un secteur qui a fait peut-être l'objet d'une petite négligence ces dernières années. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, l'État est le premier propriétaire. Mais si les bâtiments sont dans un état de vétusté et qu'ils ne sont pas entretenus, on ne peut pas y loger des services. Donc c'est l'une des causes de l'explosion des dépenses locatives et pour lesquelles le président de la République a pris un volontarisme exprimé en mettant en place une politique de rationalisation des dépenses. Maintenant, nous commençons à prendre en charge l'entretien des bâtiments. Par exemple, cette année, dans le budget, il nous a été permis d'entretenir, de préparer l'entretien de l'immeuble des Eaux, qui est un immeuble emblématique de Dakar, l'entretien de l'immeuble Pasteur, mais aussi dans les régions. Parce que, comme vous le savez, le président de la République a toujours voulu qu'il y ait une équité dans l'exécution budgétaire, qu'on ne favorise pas Dakar en défaveur des autres régions. Donc, cette année, nous avons prévu aussi de rénover un grand bâtiment à Kaolack qui va accueillir d'ici la fin de l'année 4 services déconcentrés de l'État et qui va nous permettre de faire 50 millions rien que dans la région de Kaolack. Au niveau de Saint-Louis aussi, il y a ce qu'on appelle les blocs 16. C'est un grand ensemble de bâtiments qui fait 12 appartements et qui avait fait l'objet, qui était squatté par des personnes qui n'étaient pas des ayants droit et qui vont être rénovés d'ici la fin de l'année. Donc c'est un programme annuel de réhabilitation des bâtiments qui vont permettre aux services de l'État d'être dans des bâtiments à la hauteur de leur mission. Et le budget administratif en faisait partie également. Oui, à quand sa mise en service? D'ici l'année prochaine, le chantier avance. Il est très avancé d'ailleurs. D'ici l'année prochaine, le building va être livré. Mais vous savez, le building, c'est un pan de l'histoire du Sénégal. Et c'est 26 000 m² d'espace de bureau. Donc, ce n'est pas un travail facile à faire. Mais l'entreprise est en train de s'activer. Et nous, dans le suivi que nous faisons avec la primature, nous voyons que les travaux avancent bien. Et bientôt, on aura un building flambant neuf et qui augure de la majesté de l'État du Sénégal. En matière de perspective, toujours, on a parlé dans le reportage de Mamadou Sambambo des chantiers que vous avez, des chantiers pour l'État du Sénégal que vous avez au niveau de Diamniadio. Oui. Alors, parlez-nous de ces projets et leur pertinence. Alors, la pertinence, c'est que d'abord, le président de la République, dans son projet de moderniser l'administration du Sénégal, des études ont permis de noter qu'il y avait environ plus de 300 000 m² de déficit d'espace de bureau. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'État loue autant. Donc, entre 2006 et 2016, l'État du Sénégal a dépensé 130 milliards en location. Et chaque année, la demande des services publics augmente de 10%. Donc, entre 2006 et 2016, si on n'y prend pas garde, cette enveloppe va aller jusqu'à 200 milliards. Donc, le président de la République a pris la décision ferme d'investir dans l'immobilier public, de faire en sorte qu'on ait de nouveaux bâtiments adaptés à la mission des services publics où l'on pourra regrouper tous ces services et faire des économies. Les sphères ministérielles de Diamniadio vont permettre à l'État d'économiser annuellement 7,5 milliards. 7,5 milliards de loyers qui étaient payés. Alors, la décision du président, c'est de prendre ces loyers, d'investir sur des bâtiments qui vont appartenir à l'État dans les 10 prochaines années. Ce sont aussi des bâtiments qui vont permettre de moderniser l'administration. Vous imaginez, il faut que les usagers du service public y trouvent leur compte, c'est-à-dire que tous les services de l'État soient regroupés sur un lieu, une sorte de guichet unique qui permet de réduire ce qu'on appelle le parcours de l'usager du service public. Voilà, pour terminer cet entretien, parlez-nous des perspectives de l'agence justement pour rationaliser davantage les recettes en matière de charges locatives de l'État, mais également d'autres chantiers. Alors, les chantiers les plus importants, d'abord, c'est la connaissance du parc. L'État du Sénégal ne connaît pas l'exhaustivité de son parc. Donc cette année, en collaboration avec la Direction générale des impôts et domaines, on va mettre en place un programme de recensement des bâtiments administratifs pour avoir un fichier qui nous permet de savoir qui est-ce qui appartient à l'État. Ce programme va commencer d'ici le mois d'octobre. Après cela, il faut une modernisation de la gestion. Il faut des outils de pilotage, c'est-à-dire un manuel de procédure, un plan stratégique, mais aussi un schéma pluriannuel immobilier qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'il faut rénover, qu'est-ce qu'il faut démolir, où est-ce qu'il faut investir. Il nous faut aussi avoir une valorisation du patrimoine. Il y a un patrimoine que l'État n'utilisera pas. Il faudrait voir avec les promoteurs développer des partenariats publics-privés et permettre à la ville de Dakar et d'autres villes du Sénégal d'accueillir des bâtiments qui agrémentent la ville et permettent de structurer les cœurs de ville.
Voilà, merci à vous, M. Abdou Karim Fofana. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence de gestion du patrimoine bâti de l'État. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais restez avec nous pour parler santé. L'Institut Pasteur de Dakar est dans une dynamique de décentralisation de ses activités. Il vient d'ouvrir un nouveau centre de prélèvement sur la VDN, une démarche de proximité envers les populations saluée par le ministre de la Santé venu pour inaugurer les locaux. L'Institut Pasteur, c'est aussi bientôt une grande unité de production de vaccins sur le site de Diamniadio. Les précisions de Oumar Diaw. C'est sur un des flancs de la brigade de gendarmerie de la Foire que l'Institut Pasteur de Dakar a édifié un bel immeuble sur 4 niveaux. Un centre de prélèvement qui préfigure la décentralisation de ses activités de service. Le centre de prélèvement qui a été mis ici a été choisi à ce site particulier qui est un carrefour entre des zones à forte évolution démographique, mais aussi dans un endroit qui est très peu doté du point de vue de l'analyse médicale. C'est l'offre de services dans les analyses biologiques qui est ainsi améliorée sur un site facile à retrouver, comme qui dirait à la croisée des chemins. C'est une place que tout le monde connaît. En plus, j'avoue que vous avez fait un bon choix parce qu'il suffit de parler de la gendarmerie, du CICES, etc. Les gens ne vont pas se tromper. Ça va être vraiment un ouf de soulagement de beaucoup de personnes qui n'auront plus à aller jusqu'en ville. Plus besoin de descendre en ville, impossible de se perdre, la structure est accueillante et possède des équipements haut de gamme permettant de faire des examens fiables. Une précieuse aide au diagnostic reconnue par le médecin qu'est le ministre. Ce centre de prélèvement est un premier pas en direction de la plateforme de Diamniadio. Nous avons reçu un terrain sur lequel nous allons édifier une nouvelle unité de production de vaccins qui va permettre de produire plus de 15 millions de doses de vaccins par an pour la fièvre jaune. Entre l'Institut Pasteur et la fièvre jaune, c'est une longue et passionnante histoire de recherche. Mais à quoi bon fabriquer aujourd'hui des vaccins anti-amaril? Il y a encore des épidémies dans le monde, notamment dans certaines parties de l'Afrique, et que de plus en plus ce vaccin aussi est demandé. Donc c'est une opportunité. Donc je vous demanderai de voir comment même accélérer les choses. L'objectif de ce pôle de vaccinologie sera d'autonomiser le Sénégal, pas seulement en antigène de la fièvre jaune, mais aussi pour d'autres maladies. Une manière de renforcer le capital humain en protégeant sa santé. Qui a dit PSE? Et puis cette session de formation sur les travaux d'entretien des pistes rurales, une trentaine d'ingénieurs ont pu bénéficier de cette session de formation donc dans le cadre de la mise en œuvre de la composante renforcement des capacités du projet Pistes communautaires. Hamidou Diop. En procédant à cette session de formation, les concepteurs ont dans leur esprit un principal souci, celui de sauvegarder et d'optimiser les ressources financières engagées dans le cadre de la réalisation des pistes rurales, d'autant que l'État du Sénégal envisage de réaliser 1500 km de pistes par an. Cela requiert une bonne planification et programmation des investissements. Nous sommes satisfaits de la tenue de cette formation parce qu'il y avait une interactivité qui était très dense. Les gens ont beaucoup réagi, les gens se sont beaucoup intéressés à tout ce qui est programmation, à tout ce qui est entretien et surtout à l'optimisation des ressources financières. Des différents modules dispensés dans une perspective d'intégration des technologies de l'information et de la communication dans la gestion et l'entretien des pistes rurales améliorent l'atteinte rapide des résultats. Les collectivités locales y ont un rôle important à jouer en termes de connaissance de leur réseau. Le premier travail que doit effectuer l'ensemble des collectivités locales, c'est d'abord la connaissance et la maîtrise de leur réseau à leur charge et de mettre en place une base de données avec des schémas itinéraires. Et à ce moment-là, on pourra commencer à parler de programme et d'intervention sur le réseau des collectivités locales. Le choix de la thématique de la programmation des travaux d'entretien appliqués aux pistes rurales renforce l'option du PNDL de miser sur une participation des acteurs territoriaux dans la réalisation des pistes rurales. Un ciblage correct des acteurs et des activités a permis d'aboutir à des résultats satisfaisants. Le PPC-PNDL a tenu cette session de formation au moment où il a déjà réceptionné 345 km de pistes rurales et formé 1170 acteurs sur les techniques d'entretien des pistes rurales. C'est pourquoi la tenue de cette formation
nous paraît utile car il permet de donner l'information sur les réalisations des pistes rurales. Et enfin, cet atelier permet, en tout cas, donne une efficacité et une meilleure intervention sur la gestion des pistes rurales. En animant cette session de formation au profit des ingénieurs des différentes structures intervenant sur les réseaux classés et non classés, le PPC-PNDL pose un acte pour une meilleure maîtrise des investissements des pistes rurales en termes de planification et de programmation. Semaine nationale de l'alphabétisation. La 41e édition a été célébrée hier jeudi 8 septembre. La cérémonie officielle d'ouverture a été lancée à Fatick. C'était en présence des autorités et les acteurs de l'alphabétisation. Le gouverneur de région représentant le chef de l'État, Macky Sall, par ailleurs parrain de l'événement, a présidé chez la cérémonie. Compte rendu Pape Koulingom. Je déclare ouverte la 41e semaine nationale de l'alphabétisation. Et c'est parti pour une semaine pendant laquelle il sera beaucoup question de réflexion et de plaidoyer pour redynamiser l'alphabétisation et les langues nationales. L'État du Sénégal, conscient des enjeux de l'éducation des jeunes et des adultes, a jugé nécessaire, au-delà de la célébration de cette journée, de consacrer une semaine pour renforcer le plaidoyer et la sensibilisation à l'endroit des communautés, des pouvoirs publics, des acteurs et partenaires au développement. Rassembler les forces afin qu'on repousse l'analphabétisme jusqu'à ses derniers retranchements. Et pour cela, nous avons besoin quand même d'une coalition nationale. La coalition nationale, c'est en plus des efforts des pouvoirs publics, que le secteur privé, que la coopération décentralisée, les partenaires techniques et financiers, que tous les Sénégalais contribuent, n'est-ce pas, au financement de l'alphabétisation. L'éducation de base des jeunes et des adultes, un sous-secteur qui traverse des difficultés certes, mais qui rassure et réconforte par ses résultats qui honorent notre pays. L'alphabétisation est la fondation sur laquelle nous construisons un avenir plus durable pour tous. Et tel est le message aujourd'hui de l'UNESCO. À Fatick, autorités administratives et locales réitèrent leur engagement à promouvoir une alphabétisation de développement. Et se sont également félicités du choix porté sur le président Macky Sall pour être le parrain de l'édition 2016. Mes vives félicitations, mais particulièrement aux présidents de conseils départementaux et aux maires, et leur témoigner ma satisfaction pour la mise en œuvre du programme national d'éducation de base des jeunes et des adultes analphabètes, dont leurs différentes communes ont eu à mettre en œuvre. Je voudrais leur lancer un appel pour une participation encore plus accrue de leur financement au programme d'alphabétisation. Pendant 7 jours, les acteurs de l'alphabétisation et leurs partenaires vont échanger sur les enjeux et les défis du sous-secteur. Fatick a déjà donné le ton ce jeudi. 1371 moutons destinés aux familles nécessiteuses. Sur l'instruction du chef de l'État, Anta Sarr Diako, délégué général à la protection sociale, distribue des moutons et des enveloppes à des personnes vulnérables. Une sorte de contribution de l'État pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de célébrer la Tabaski en toute sérénité. Fantabachi. Anta Sarr Diako parcourant le registre national unique d'indigence pour identifier les personnes devant bénéficier des moutons offerts par le chef de l'État. Nous privilégions les couches vulnérables, mais néanmoins, nous en donnons à tous les Sénégalais, puisque nous avons beaucoup de communautés qui sont là. Donc, il y a des groupements de femmes, il y a les handicapés, il y a quelques associations de femmes, nous avons les commerçants et ambulants. Après les bourses de sécurité familiale, des enveloppes et des moutons sont aussi remis à des personnes vulnérables. C'est des montants variés que nous donnons. Ça varie, hein. Il y a même des enveloppes d'1 million, il y en a, puisque nous ne pouvons pas regrouper tout le monde à la délégation pour leur donner. Il y a beaucoup de demandes qui ont été déposées. Donc il y a une sélection qui se fait. Et cette sélection au hasard. Et dans cette sélection,
au hasard, on peut trouver toujours des personnes qui avaient déjà une bourse de sécurité familiale. Aujourd'hui, j'avais des problèmes sociaux, comment maintenant ça quitter cette Tabaski. Mais Dieu a fait, avec l'événement de Macky Sall et à travers Antassar, vraiment on m'a favorisé cette action-là pour quand même le faire. C'est pour cela que j'ai cette fierté et je l'ai. Et pendant le mois de Carême aussi, j'étais à Kolda, presque à 10 km de la frontière de la Guinée-Bissau. Mais j'ai questionné des citoyens là-bas, des femmes. Chaque 3 ou 4 femmes que vous rencontrez, vous trouvez, elles ont détenteur des bourses sociales, des bourses familiales. Et ça, nous saluons, sans compter maintenant les centres de santé. C'est plus d'1 millier de moutons pour l'ensemble du territoire, dont une plus grande partie pour la région de Dakar. Nous avons 1379 moutons et dans la région de Dakar, nous avons 861 moutons. Il y a l'exode rural, pratiquement il y a tout le monde qui se retrouve ici à Dakar. Tout est concentré dans Dakar. Donc on est obligé aussi de donner, et c'est toute la région. Et il y a aussi les quelques zones périphériques. Quand je parle de région de Dakar, c'est les 4 départements, Rufisque, Guédiawaye, Pikine et Dakar, que nous regroupons ici même pour faire la distribution. Nous sommes obligés, il y a toujours, comme on dit, cette discrimination qui se fait par rapport à la région de Dakar, c'est normal. Cette politique sociale traduit la volonté des autorités d'améliorer les conditions de vie des couches les plus vulnérables. En direction de la Tabaski, toujours à présent, zoom sur le forail de Ziguinchor, le plus grand point de vente de moutons dans la capitale du Sud. L'endroit est bien approvisionné en moutons. Les clients trouvés sur place affirment que les prix proposés par les vendeurs ne sont pas du tout abordables. Pour ce qui est de la sécurité et des commodités, toutes les mesures ont été prises par les services concernés en collaboration avec la mairie. Salut, c'est un reportage. Alouar, quartier périphérique de Ziguinchor. Ici se trouve le plus grand point de vente de la région. L'endroit est bien approvisionné en moutons à quelques jours de la Tabaski. Par rapport même à l'année dernière, nous avons un dépassement même de 6% à la même période. Donc actuellement, nous sommes à 60% d'approvisionnement. D'ici l'après-midi, on m'a signalé l'arrivage de 10 camions actuellement. Nous serons certainement à 80%. C'est pour vous dire que la région sera correctement approvisionnée en moutons et nous sommes sûrs et certains que nous aurons un reliquat. Le forail est devenu le point de convergence des populations pour l'achat du mouton de la Tabaski. Au menu des discussions, le marchandage sur le prix. Il a fallu à cet enseignant quelques minutes pour convaincre son vendeur. On a tellement marchandé, finalement on est tombé d'accord sur un prix de 70 000 francs. Mais ma foi, sincèrement parlant, c'est trop cher. Hein? C'est trop cher par rapport aux années passées. Je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé cela, mais ça coûte excessivement cher. Parce que quand on demande, la première chose qu'on vous dit, on nous dit que les moutons c'est à 120, 130, 90 au bas mot. Donc c'est excessivement cher. Ici, les avis sont unanimes pour les clients. Les prix proposés par les vendeurs ne sont pas abordables. Depuis le matin, j'ai fait les va-et-vient, mais ça ne va pas. Les prix sont trop exorbitants. Et le mouton le plus petit, on te demande 75 000 francs. Vraiment, ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Cette année, nous avons une bonne qualité de mouton, contrairement à l'année dernière. C'est ce qui explique la différence au niveau des prix. Toutefois, tout le monde peut avoir son mouton en fonction de ses moyens. Pourtant, toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement pour permettre à tout le monde d'avoir son mouton le jour de la Tabaski. Tous les moutons qui entrent au Sénégal sont exempts de taxes. Ouais. Donc ensuite, vous avez vu la mise en place de l'aliment dans le cadre de la pérennisation de l'opération sauvegarde du bétail, l'OSB, qui a à Ziguinchor le sac d'aliments qui revenait à 9 000 francs, il est aujourd'hui vendu à 8 000 francs. Donc tous ces efforts que l'État a mis en place, c'est pour que la population puisse accéder à ce produit à des prix vraiment acceptables. Du côté sécuritaire et de l'éclairage, toutes les mesures ont été prises par les services en collaboration avec la mairie de Ziguinchor. Les vendeurs ne sont pas confrontés à des difficultés. Leur seul souci, le manque de clients. Le forail n'a pas encore refusé du monde à quelques jours de la fête, contrairement aux années précédentes.
À ce 112 heures de la Tabaski, la police nationale a renforcé son dispositif pour sécuriser les populations et les sites de vente de moutons. Dans la capitale sénégalaise, les patrouilles sont multipliées pour les sécuriser donc les populations et leurs biens. C'est un reportage de Ousmane Doya. En cette veille de Tabaski, le dispositif sécuritaire mis en place reste visible. Ce dispositif est en alerte maximum. D'une fréquence régulière, les patrouilles rassurent les populations. Nous sommes pour 24 sur 24. Nous avons des patrouilles sectorielles. Nous sommes pour mais aussi et surtout, les vendeurs et éleveurs qui ne s'en portent que bien. Vraiment, nous ne pouvons qu'être fiers de la fréquence de ces patrouilles. Nous les voyons 24 heures sur 24 passer et faire leur job. Les policiers, nous les voyons passer et repasser. Ça ne fait que nous renforcer dans notre idée de penser qu'on peut faire notre job, notre commerce ici en toute tranquillité. L'autorité policière en charge de la sécurité publique, fidèle à sa philosophie de veille et d'alerte, rassure les populations et les appelle à une collaboration pour mieux traquer ceux-là qui cherchent à les nuire. Tous les Sénégalais qui bougent vers des points déterminés, qui sont engagés dans des achats, dans l'achalandage, ainsi de suite, puissent se sentir en sécurité. Dire à la population que nous sommes à leur disposition et que nous ne pouvons pas réussir nos missions tant qu'il n'y a pas une collaboration à tous les niveaux. Nous leur tendons donc la main et leur faisons savoir que nous sommes à l'attente, nous sommes à leur écoute, nous sommes là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas une remise en cause de la tranquillité publique. De jour comme de nuit, les forces de sécurité et de défense sont en alerte maximum sur l'ensemble du territoire national. L'approche de la fête de la Tabaski est plus qu'une occasion pour ces forces de défense et de sécurité de dissuader les malfrats et les malfaiteurs en vue d'assurer à chaque Sénégalais une Tabaski zéro préjudice. Parlons à présent d'une activité florissante en cette période de veille de Tabaski, c'est le pesage de tissu. Avec 1 kilogramme, vous pouvez avoir 8 mètres de tissu. Les clients s'habillent donc à moindre coût et les vendeurs, eux, tirent leur épingle du jeu. C'est un reportage de Ndeye Aïdedia. C'est un business qui a commencé depuis quelques années déjà, mais qui atteint son pic en période de Tabaski. Peser des tissus au kilo, pour beaucoup, c'est plus économique que le métrage. Dentelle, nous avons kilo 8000. La dentelle, on le vend 5000 francs le kilo, soit 8 mètres de tissu. Si tu le revends au mètre, c'est 1500 à 2000 francs. Donc on peut dire que ça coûte moins cher ici. Ici, à la Médina, une bonne partie du stock est déjà écoulée. C'est dire donc que les clients apprécient. Au début, on avait beaucoup de tissus, mais avec la fête, bon, on a vendu beaucoup de tissus, machallah. Des prix qui varient de 6 000 à 25 000 francs CFA le kilo. Am kilo 25 000, am kilo 20 000, am 8 000, am 10 000. Les tissus les plus prisés en cette période sont les tissus en vogue, les dupures et les tulles. Et les tulles aussi, ça marche bien ici. J'aime bien ce tissu, je vais l'acheter pour ma copine. C'est ainsi que les petites bourses font avec la Tabaski. Des astuces pour s'habiller classe sans pour autant débourser beaucoup d'argent. Et les tailleurs, on n'en trouve pas seulement dans les marchés et autres lieux de commerce. Il y en a qui sont installés dans les quartiers. En cette période de fête, ils tirent donc leur épingle du jeu. C'est un reportage de Anne-Marie Domissa. Quartier Scaturbam. Dans cette rue, pas moins de 10 ateliers de couture. Loin des marchés et autres grandes surfaces. Habitués des grandes affluences, ces maisons de couture accueillent du monde en cette période de fête. On n'est pas stressé, donc du coup, ça avance. On ne se plaint pas, alhamdoulilah. Vos clientèles viennent d'où?
De tout Dakar quand même, la plupart du temps d'ailleurs. On remercie le bon Dieu. Nous avons beaucoup de commandes, nos clients nous viennent de partout. États-Unis, France, vous n'êtes que commandé. Autre quartier, même ambiance de fête. À la zone A et Sacré-Cœur, c'est la course contre la montre pour finir les commandes déjà bouclées depuis quelques jours. Tout le monde va prendre ses habits, tout le monde va porter ses habits dans les normes. La fête, ça ne va jamais échapper personne dans notre main. Merci. On est à moins de 10 jours de la Tabaski, donc on est débordé. On a appelé depuis un mois. On a notre clientèle. Ils viennent de partout. Région, on prend les commandes dans les régions d'ici, Sénégal, Dakar également, tout partout. Mais jusqu'à l'extérieur aussi. Bon. Même constat à Gor Almadi. Malgré la distance qui les sépare du centre-ville et de la banlieue, ce n'est pas la clientèle qui manque. Comme vous pouvez bien le constater, on n'est pas dans les marchés. On est ici, dans notre coin, en train de faire des choses qui sont vraiment jolies, raison pour laquelle la clientèle afflue de partout. Il y a aussi les réseaux sociaux aussi, par le link de Facebook, il y a Snapchat et autres. Plusieurs types de modèles sont proposés à la clientèle. Robe taille, grand boubou, taille basse, robe longue, tunique, abaya, tout est disponible pour satisfaire la demande. La plupart du temps, les gens font des tenues traditionnelles, mais des tailles basses, des robes. Grand boubou. Grand boubou. Oui. Grand boubou, quoi. Am xar ci ginaaw, ñu def ci bouton perlé ko. Yi ni robe taille mam. Taille mam la mais bu gatt la. Ak robe xalé yi. Nous avons même des tenues pour enfants. On fait du tout. On travaille toutes les matières, basin, soie, voile, des choses vraiment basiques mais recherchées, avec des finitions vraiment précises, quelque chose de vraiment joli. Les clientes trouvées sur place justifient leur choix. Elle connaît mes goûts, mes couleurs. Des fois, je n'ai même pas besoin de venir, bien de lui donner une modèle. Donc, elle sait parfaitement ce qui me va et ce qui ne me va pas. La rareté de ces modèles, on ne voit pas ça ailleurs. Donc, je trouve que elle est surtout authentique. Elle a son style à elle. Elle fait de magnifiques choses. Franchement, côté finition, rien à dire. De bouche à oreille, par internet ou par copinage, ces tailleurs installés dans les quartiers tirent leur épingle du jeu, surtout en cette période de Tabaski. La qualité du service, l'originalité des modèles et le respect des rendez-vous semblent guider les uns et les autres vers ces endroits. Voilà pour l'ambiance des préparatifs à 72 heures de la Tabaski. La Sococim a organisé sa traditionnelle cérémonie de remise de moutons donc pour cette fête de Tabaski. Cette année, 35 moutons ont été distribués aux imams et oulémas de Rufisque et Bargny. Le geste entre dans le cadre de la politique d'appui et de soutien aux populations d'Amsila. Ils sont 35 imams et oulémas de Rufisque et Bargny à recevoir gratuitement des moutons pour la Tabaski. Comme chaque année, la Sococim apporte son soutien aux dignitaires religieux de ces deux localités, une manière pour l'entreprise de s'investir pleinement dans le social. Plus de 70% des travailleurs de Sococim sont originaires de Rufisque et de Bargny. Donc l'empreinte sociale et sociétale de Sococim est extrêmement profonde dans le département. Aujourd'hui, nous parlons de Tabaski, d'apporter du soutien et du réconfort aux imams et aux oulémas. Hier, il s'agissait de faire des actes auprès des écoliers du département. Nous avons primé plus d'une centaine d'écoliers. Et quelques semaines avant, nous avons aussi participé aux opérations de préparation de l'hivernage. Les imams et oulémas de Rufisque et Bargny ont hautement apprécié le geste. Ils ont vivement salué l'appui et le soutien de la Sococim envers les populations. Depuis 30 ans, nous entretenons de bonnes relations avec la Sococim. Elle n'a jamais cessé de nous accompagner, quelles que soient les situations. Sococim a toujours appuyé les populations de Rufisque et de Bargny. Moi, j'ai travaillé dans l'entreprise jusqu'à la retraite. Nos enfants sont également embauchés dans l'entreprise. Les autorités administratives des deux localités ont également magnifié le geste. Elles ont par ailleurs salué la politique sociale de l'entreprise. Ce travail que vous êtes en train de faire entre en droite ligne
par rapport aux orientations et aux objectifs du chef de l'État. C'est la raison pour laquelle M. le Président de la République a mis en place la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale pour qu'on puisse, entre Sénégalais, s'entraider dans de pareilles circonstances. Les imams et oulémas ont également reçu des enveloppes financières, cela pour leur permettre de passer la fête de Tabaski dans d'excellentes conditions. Place à carnet vacances, les plats du terroir et leurs spécificités, on en parle. Beaucoup de mets sénégalais sont attribués à des ethnies et des zones précises. C'est le cas du kaldou, un des plats préférés des Casamancés. Le plat donc su ses ressortissants où qu'ils soient. C'est un reportage de Fanta Badji. L'évocation de son nom fait penser à la Casamance naturelle où le peuple vit de tout ce qui l'entoure. Les ressources tirées du fleuve et ce que leur offre la nature sont bien exploitées, notamment sur le plan gastronomique. Les plats casamancés sont souvent préparés avec des produits bien frais. Le kaldou diola, en l'occurrence, est le plus célèbre. Le kaldou en village, tu te lèves le matin, tu vas en mer, tu as du poisson frais, tu viens, tu prépares. Et derrière la maison, il y a un petit potager. Tu as tous tes légumes. La particularité du kaldou réside dans le choix de ses ingrédients. La carpe reste le poisson de choix pour ce plat. En Casamance, on préfère préparer ça. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de goût. Et c'est naturel. On le prépare sans huile, naturel. Mais du gadget, comme on le dit. Citron, aubergine amère et gombo seulement. Le diola, où qu'il soit, mange régulièrement son kaldou. Les ressortissants établis à Dakar se contentent de faire le marché puisque n'ayant pas de potager où faire pousser les légumes indispensables à la cuisson. Ici à Dakar, c'est difficile. Tu vas en trouver, mais c'est un peu. C'est pas frais. Parfois à la maison, on reste un mois sans préparer tchiboujen. On préfère préparer kaldou ou d'autres plats comme fitafou à base de noix de palme ou bien etodiaï. Le kaldou est préparé aujourd'hui par les autres ethnies. Cette sérère se fait inviter chez ses voisins diola à chaque fois que c'est le menu du jour. Moi, j'adore le kaldou. Il est vraiment appétissant. Personnellement, je le prépare aussi bien que les diola. Vous avez vu ce que j'ai fait du plat? J'ai tout mangé. Dès qu'il est servi, le kaldou est dégusté avec grand appétit et sans modération. À chaque fois qu'on le prépare, on se régale. Et ça se voit avec ce plat que Fanta Badji a vidé. Les dernières semaines de vacances sont diversement vécues chez les élèves et étudiants à Diourbel. Ils sont nombreux ces apprenants qui ont choisi des activités et sources de revenus pour préparer la rentrée des classes. Certains se sont improvisés conducteurs de moto Jakarta. Notre reporter Sédina Lunfal a rencontré quelques-uns d'entre eux. C'est la tendance durant ces vacances chez les étudiants et élèves à Diourbel. Conducteur de moto Jakarta, l'activité occupe une bonne partie des jeunes ici durant cette période. Modou et Ousmane ont enfourché leur moto juste après la proclamation des résultats du bac. J'ai réussi au bac cette année. Je mène cette activité durant les vacances. Ce qu'on gagne ici nous permet de satisfaire nos besoins et de préparer la rentrée des classes. C'est le lieu de rendez-vous et de repos aussi, après des heures de course à travers les quartiers de Diourbel. Un travail périodique qui permet à ces élèves de gagner et d'épargner un peu d'argent afin de préparer la rentrée. Habillement et fournitures. Je les achète grâce à cette activité. Je ne veux pas rester les vacances à ne rien faire. Ce ne sont pas des professionnels en la matière. Des difficultés, ils en rencontrent souvent. Parfois, nous sommes confrontés à des pannes sur la route. Nous autres élèves n'avons pas beaucoup de notions en dépannage mécanique.
Dans le Baol, ce ne sont pas des conducteurs de moto Jakarta qui manquent. Pour Modou et Ousmane, c'est juste une tendance vacances. Mais certains de leurs camarades élèves ont franchi le pas, allant jusqu'à délaisser les études. Malheureusement, l'activité est souvent source de déperdition scolaire. Beaucoup d'élèves ont abandonné les classes pour se consacrer à ce métier, ce que nous déplorons beaucoup. À l'ouverture des classes, on laisse cette activité pour nous consacrer aux études. Il leur reste quelques semaines avant de reprendre le chemin des classes. En attendant, ces élèves, conducteurs de moto Jakarta durant les vacances, mettent le paquet pour espérer tirer profit de cette activité. Voilà pour Carniche Vacances qui revient donc demain. Ce soir, la rubrique métier met en lumière les magistrats. Ces juges ont la charge de rendre la justice sous l'éclairage donc de la loi. Pour 14 millions d'habitants, notre pays ne compte que 500 magistrats environ, un sous-nombre qui pousse ces derniers à se dédoubler. Au tribunal de Dakar, l'organisation s'est bien huilée. Magistrats, mission, formation et organisation de la juridiction, c'est un dossier signé Luce Biza. Tribunal de grande instance de Dakar, sur ce site de 4000 m² comprenant 400 bureaux et sièges des magistrats chargés de juger les litiges qui naissent entre les acteurs. Le magistrat, c'est un fonctionnaire de l'État qui relève d'un corps particulier qui est régi par la Constitution de la République. Donc il relève du pouvoir judiciaire, organisé par la Constitution de la République et qui a un statut particulier qui est une loi organique. Dans cette juridiction, il y a des présidents et tous qui dirigent des chambres. Ces présidents sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature par décret du président de la République. C'est un tribunal qui fonctionne ici avec une soixantaine de magistrats. Des magistrats répartis entre les magistrats chargés des poursuites, qui se trouvent être le parquet, le ministère public, le procureur avec ses substituts, les magistrats qui sont chargés d'instruire des affaires qui méritent encore d'être revues par les juges. Et ces présidents sont coiffés par le patriarche appelé encore premier président. Maintenant, le rôle du premier président, c'est de coordonner le fonctionnement de l'ensemble de ces chambres. Vous pouvez en avoir à Dakar plus de 20. C'est un tribunal qui a un volume de contentieux très important. En moyenne, les magistrats jugent 5000 décisions, voire 6000. Ils sont au nombre de 10. Nous avons 10 cabinets ici qui gèrent en moyenne 200 dossiers par cabinet. Et nous avons également les juges qui sont chargés de jugement, c'est-à-dire les affaires qui sont déjà finies au plan pénal. Sous cet angle, le premier président joue un rôle disciplinaire par rapport aux magistrats. Parce qu'il faudrait qu'on vous dise que les magistrats sont très surveillés au plan de la discipline par le Conseil supérieur, dont nous sommes les relais. Et en cas de manquement, de lui adresser des avertissements. Tout comme le premier président peut demander au garde des Sceaux, ministre de la Justice, de saisir le Conseil supérieur de la magistrature, statuant par voie disciplinaire. Et dans ce cas, ce n'est pas le garde des Sceaux qui va être présent au moment où nous siégeons. Ce n'est pas le président de la République, président du Conseil supérieur, qui va être présent au moment où nous siégeons. Ce sont les magistrats. Seuls qui sont habilités au Sénégal à juger d'autres magistrats. Contrairement à l'imaginaire populaire, les magistrats sont jugés régulièrement et de façon sévère. En général, quand le magistrat est sanctionné, il a déjà sa carrière compromise. Parce que à part l'avertissement, tout le reste, c'est des sanctions invalidantes. Abaissement d'échelon, invitation à cesser ses fonctions, ou même radiation. Et ça arrive très souvent. Cette juridiction a la particularité de gérer pratiquement plus de 60% de contentieux commercial au niveau national. Les magistrats ont en charge, disons, de rendre la justice. Conformément aux faits qu'on leur soumet et sous l'éclairage de la loi qui s'applique. C'est ça la mission du magistrat. La quête du juste, un credo pour les magistrats. C'est un fonctionnaire de l'État qui est chargé de juger les litiges. Une mission qui s'accomplit dans les domaines divers et variés. Alors un bon magistrat, c'est un magistrat d'abord qui a les compétences techniques. Et un bon magistrat également, c'est quelqu'un qui a l'humanisme
qui sait écouter ses prochains. Un bon magistrat, c'est également quelqu'un qui est imbu des valeurs qui font la magistrature, l'éthique et la déontologie. Pour plus de rigueur dans ce métier, le centre de formation judiciaire forme initialement des cadres qui entrent, mais aussi au suivi des juges, greffiers et interprètes. Il faut d'abord naturellement être de nationalité sénégalaise et être titulaire du diplôme de maîtrise ou actuellement pour actualiser, être titulaire du diplôme de master 2 en droit, mais surtout réussir au concours d'entrée au centre de formation judiciaire, qui est un concours assez sélectif. Mieux, cette formation est complétée par des stages au niveau des juridictions pour transformer des capacités en compétences. On peut l'affecter directement comme juge d'instruction, il va assumer seul la responsabilité d'un cabinet. On peut l'affecter comme juge du siège, il va participer à la prise de décision avec ses collègues. On peut l'affecter comme substitut du procureur et il va monter à l'audience tout seul. L'organisation judiciaire est pyramidale. Au sommet, on a la Cour suprême. Ensuite, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, les maisons de justice. Les parties qui ne sont pas satisfaites par des décisions rendues par des magistrats ont la possibilité de relever devant la cour d'appel. Et c'est à ce niveau-là que la décision sera appréciée. Et le parcours judiciaire, c'est la première instance, l'appel et la cassation. Juger, c'est semblable et difficile de se dessaisir. Nous sommes les seuls à avoir la légitimité de juger. Même si par ailleurs les gens peuvent prétendre juger à notre place, nous sommes les seuls à devoir être jugés. Et cette légitimité que nous avons, dont nous sommes porteurs, fait que parfois on peut nous saisir de questions peut-être qui dépassent notre savoir, mais que nous devons trancher et que nous sommes les seuls à devoir trancher. À cette difficulté vient se greffer le sous-effectif. Je crois que nous tournons autour de 400 effectivement en juridiction. C'est vous dire que le sous-nombre dans lequel nous ployons. Quand on est à Dakar, on se retrouve ici à Dakar, même jusqu'au niveau de la cour d'appel, à faire pour les conseillers 3 chambres. 3 chambres par semaine. Vous trouvez des magistrats à se dédoubler chaque fois pour aller compléter, pour prendre des dossiers dans telle matière, dans 4 matières différentes. Exercer comme magistrat un métier valorisant, un titre exaltant, la justice, l'une des vertus pour ceux-là même qui portent la foi. Rendre la justice, juger ses semblables, une grosse responsabilité. Le métier est prenant, mais il faut beaucoup de sacrifices et moins d'indulgence. Que l'on se trouve en matière civile, commerciale ou pénale, il n'y a pas à être clément vis-à-vis d'une personne. Il faut tout simplement apprécier les faits et dire le droit. Voilà pour la rubrique métier. Sur l'international au Gabon, la Cour constitutionnelle va arbitrer les différents postes électoraux dans le pays opposant Jean Ping au camp d'Ali Bongo. Le recours de Jean Ping a été salué. Le calme est revenu dans le pays. C'est un récit de Sedina Alunfal. C'est finalement la voie constitutionnelle qui a été choisie par les camps Ping et Bongo pour régler les différents postes électoraux qui durent depuis plusieurs jours au Gabon. Ali Bongo et Jean Ping contestent chacun des résultats publiés dans plusieurs provinces du pays. La Cour constitutionnelle se trouve maintenant au cœur de la présidentielle avec un arbitrage attendu dans 15 jours. Pour bon nombre d'opposants, la Cour est aux ordres du pouvoir. Les recours se concentrent sur les résultats d'Ali Bongo dans le Haut-Ogooué. Mais le camp Bongo rejette toute accusation et formule un certain nombre de griefs à l'encontre de ses rivaux. Le choix de Jean Ping d'exploiter les voies de recours légales est salué à l'international. L'arrivée de la délégation de l'Union africaine prévue ce vendredi a été reportée. Le représentant des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Abdoulaye Bathily, qui devait en faire partie, a déclaré poursuivre ses consultations avec les parties prenantes à cette crise post-électorale et prévoit des rencontres avec les représentants des instances religieuses et de la société civile. Le calme est donc revenu dans le pays. L'arbitrage de la Cour constitutionnelle va permettre de gagner du temps et d'impulser une solution privilégiant le dialogue politique.
Retour chez nous, Dakar est bien approvisionné en moutons à moins de 72 heures de la fête de Tabaski. L'équipe des Djaoudi, en compagnie des autorités de l'élevage, ont sillonné les différents points de vente de la capitale pour constater de visu l'approvisionnement correct en moutons. Djaoudi spécial Tabaski à suivre avec Issa Touré un peu plus tard. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi ça referme cette édition. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Très belle soirée sur la RTS. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. La facture des charges locatives de l'État est passée de 16 milliards à 12 milliards de francs CFA. Des performances réalisées grâce à la mise en œuvre de la nouvelle politique de gestion et de modernisation du patrimoine bâti de l'État. Nous ferons le point dans ce dossier, mais aussi avec le directeur de cette agence que nous recevons comme invité. Il s'agit de M. Abdou Karim Fofana. À 72 heures de la fête de Tabaski, la sécurité a été renforcée dans les points de vente de moutons qui constituent l'attraction. L'effervescence est aussi chez les vendeurs de tissus à la pesée et chez les tailleurs établis au coin de rue. Dans Carnet Vacances, nous irons à la rencontre des élèves qui s'adonnent à des activités génératrices de revenus. À Diourbel, c'est la tendance pour ces élèves qui préparent déjà la rentrée scolaire. Et comme menu culinaire du jour, nous vous proposons de revisiter le kaldou, le plat préféré de la plupart des Casamançais. Comme tous les vendredis, la rubrique métier est au rendez-vous. Aujourd'hui, on s'intéresse aux magistrats, leur formation, leur rôle et leur organisation à découvrir dans cette édition avec Louise Bidza. Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal que nous ouvrons d'abord avec le communiqué du Conseil des ministres. Il est lu par Oumar Diawa. Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres jeudi 8 septembre 2016 à 15h au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État présente ses meilleurs vœux à la Oumma islamique, particulièrement à la communauté musulmane du Sénégal, à l'occasion de la célébration de la fête de l'Aïd el-Adha Tabaski le 12 septembre 2016. Il formule également des prières ferventes pour un Sénégal uni, stable et prospère dans un monde de paix et réitère au gouvernement ses directives relative à la mise en place d'un dispositif efficace et durable de facilitation de l'approvisionnement du marché national en moutons à des prix accessibles. Revenant sur l'élection des membres élus du Haut Conseil des collectivités territoriales, du 4 septembre 2016, le président de la République félicite le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, les autorités administratives et tous les acteurs engagés pour la parfaite organisation du scrutin dans tous les départements du Sénégal. Au regard de cette étape décisive dans l'approfondissement consensuel de notre politique de décentralisation avec une responsabilisation accrue des collectivités territoriales et des élus locaux dans le pilotage du développement territorial, le chef de l'État demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions requises afin d'assurer l'installation adéquate du Haut Conseil, nouvelle institution approuvée par le peuple sénégalais lors du référendum du 20 mars 2016. Abordant les performances économiques et sociales remarquables du Sénégal, le président de la République adresse ses félicitations à RISEP. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. M. Kolisek, conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment ambassadeur, directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, est nommé ambassadeur représentant permanent de la République du Sénégal auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, en remplacement de M. Mamba Bassissé, appelé à d'autres fonctions. Mme Fatoumata Bintou Rassoul Correa, conseiller des Affaires étrangères principale, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République de Cabo Verde, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence M. Michel Miguel Elias Temer Lula, président de la République fédérative du Brésil en remplacement de M. Abibou Ndiaye.
Monsieur Momar Gueye, conseiller des affaires étrangères principal, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République fédérale démocratique d'Éthiopie et ambassadeur représentant permanent de la République du Sénégal auprès de l'Union africaine à Addis Abeba, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence M. Joachim Gauck, président de la République d'Allemagne, poste vacant. M. Abdou Salam Diallo, conseiller des affaires étrangères principal de classe exceptionnelle, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal au Royaume d'Espagne, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence M. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie en remplacement de M. Mamadou Dem, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Momar Diop, docteur en sciences politiques, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République d'Afrique du Sud, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Sa Majesté Willem Alexander, roi des Pays-Bas, en remplacement de Mme Maïmouna Diop Sy, admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Abdou Khadir Agne, économiste, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence M. Mohamedou Issoufou, président de la République du Niger avec résidence à Niamey. M. Mohamedou El Bachir Diak, conseiller des affaires étrangères, est nommé consul général de la République du Sénégal à Guangzhou, en République populaire de Chine. M. Abdoulaye Lo, ingénieur en métallurgie, est nommé directeur général de l'Agence nationale des chemins de fer. M. Tierno Birahim Aou, docteur en transport, est nommé directeur exécutif des transports urbains de Dakar, en remplacement de M. Alouine Thiam en fin de mandat. Mme Ndeye Anambay, juriste, est nommée inspecteur des affaires administratives et financières au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, poste vacant. M. Pape Sidi Diouf, professeur de technique quantitative de gestion, est nommé directeur du Centre de formation professionnelle et commerciale de Dakar, CFPC, en remplacement de M. Abdoulaye Dia, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Souley Diouf, docteur vétérinaire, précédemment chef de service régional de l'élevage de Kaolack, est nommé inspecteur technique au ministère de l'élevage et des productions animales. Enfin, M. Maïssa Ndiaye, docteur vétérinaire, précédemment chef du service régional de l'élevage de Thiès, est nommé inspecteur technique au ministère de l'élevage et des productions animales. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. Voilà, merci à vous, Oumar Diawa. 2 morts et des dégâts matériels importants, c'est le bilan des fortes pluies enregistrées à Mbane, dans la région de Saint-Louis. Plus de 22 villages sont touchés par ce sinistre. Donc, sur instruction du chef de l'État, le ministre du Renouveau urbain et la déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale se sont rendus sur les lieux. Il s'agit d'apporter un soutien moral et matériel aux victimes. Fatou Diouf nous fait le point. Sur le chemin de Mbane, l'on s'aperçoit déjà de l'ampleur des dégâts. De fortes pluies accompagnées de vents violents ont presque tout ravagé sur leur passage. Des maisons en ruine, poteaux électriques à même le sol. Pire, 2 pertes en vies humaines, des moments de désolation pour les familles éplorées. C'est brusquement que le bâtiment est tombé sur nous. Mes enfants et moi étions dans la chambre. Lorsque j'ai essayé de sauver ma fille, elle m'a dit « Maman, j'ai perdu mon pied ». Elle est morte comme ça. C'est trop dur. Après ce sinistre, l'État a dépêché sur les lieux le ministre du Renouveau urbain et la déléguée générale à la protection sociale. Ils ont présenté les condoléances du gouvernement et apporté le soutien de l'État. Je suis venue accompagnée de mon frère, le ministre Diène Farbassar, pour présenter nos condoléances. Les condoléances du président, du gouvernement, du Premier ministre, de son épouse à cette famille qui a perdu leur fille qui avait 15 ans lors de cette forte pluie accompagnée d'un grand vent. Nous avons aussi amené une petite contribution qui est 34 tonnes 800 de riz et des enveloppes pour présenter nos condoléances aux familles éplorées. C'est dur, après suite à ce bourrasque qui a fait des ravages. Mais on se remet à Dieu
Et je sais qu'à Mbane, nous avons des croyants. Et le discours que j'ai écouté nous prouve que cette mère qui a perdu sa fille est une grande musulmane parce qu'elle a remis tout aux mains de Dieu. Sur les 107 villages de Mbane, 22 sont touchés par cette catastrophe. La délégation s'est rendue dans 3 villages pour partager avec les populations ces moments difficiles. Je le disais en titre, la modernisation et la gestion du patrimoine bâti de l'État commence à porter ses fruits. De 16 milliards et demi en 2015, la facture globale des charges locatives est ramenée à 12 milliards,5. Des performances à effet immédiat sur les dépenses publiques et le résultat d'un changement de cap opéré par l'Agence nationale du patrimoine bâti de l'État. C'est un dossier signé Mamadou Samambo. Le patrimoine bâti de l'État du Sénégal. Plus de 1300 édifices recensés uniquement à Dakar. Locaux pour services publics et logements de fonctionnaires et agents de l'État sur critères. Le patrimoine bâti a connu plusieurs retouches institutionnelles. Dernières innovations en date. Les conventions de bâtiments ont explosé entre 2003, 2004 et 2012. Nous sommes passés d'environ 2 à 3 milliards à presque 16 milliards en 2012. Donc c'est la raison pour laquelle le président de la République a pris un certain nombre de mesures. La première, c'est de supprimer les logements conventionnés. On loge les services dans les bâtiments appartenant à l'État, ce qu'on appelle les bâtiments administratifs. Mais pour les personnes, s'il n'y a pas de bâtiment aptes à les loger, on leur donne leur indemnité et ils vont sur le marché choisir leur bâtiment eux-mêmes. Alors cette mesure a permis de faire une économie d'environ 34% sur les engagements locatifs de l'État. Donc on est passé de 16 milliards et demi à 12 milliards et demi rien qu'en 2014. Nous sommes dans un contexte de rationalisation des dépenses publiques. À la foulée, 4 milliards d'économies en seulement 12 mois. Résultat, moins de stress pour le trésor public et plus de crédibilité de l'État au regard de ses bailleurs. J'avais une certaine appréhension puisqu'on disait que, en foi, l'État ne payait pas ou payait avec retard. Ça fait plus d'1 an que ces conventions marchent. En tout cas, le paiement est régulier. Ça nous permet de faire une planification, tant au niveau de nos engagements que nous avons au niveau de notre institution financière, que nos engagements en tant que partenaire stratégique vis-à-vis de l'hôpital militaire de Ouakam, et aussi effectivement le socle de la fondation, c'est les invalides, que nous puissions effectivement atteindre nos objectifs. À la direction générale de l'AGPBE, boulevard de la République, les claviers crépitent, les données se précisent. L'on met à l'épreuve manuel de procédure, plan stratégique et outils de gestion pour plus d'efficacité dans l'exploitation, l'entretien et le développement du patrimoine. C'est-à-dire on va vers ce qu'on appelle un ratio occupant. On va définir des conditions d'occupation en déterminant des ratios. Pour un directeur, il faut se limiter à tant de mètres carrés. Pour un chef de division, il faut se limiter à tant de mètres carrés. Et pour un certain nombre de services, il faut être dans ce qu'on appelle des espaces collaboratifs ou open space. Parce que, comme nous le rappelle souvent le président Macky Sall, il faut être un État responsable, mais aussi un État organisé. Tout cela doit faire l'objet de textes encadrés, organisés, qui vont être produits à temps et soumis à l'autorité pour son appréciation. La livraison prochaine du building administratif réfectionné et les projets, cités et services de Diamniadio viendront renforcer les aptitudes et capacités de l'agence pour une nouvelle jeunesse du patrimoine bâti. Citation au gouvernement, à l'administration publique et au secteur privé pour cette dynamique globale et positive de l'économie nationale, portée par la mise en œuvre intensive des projets et réformes du plan Sénégal émergent PSE. En vue de consolider les résultats appréciables du PSE, le président de la République invite le gouvernement à accorder une attention particulière à la maîtrise stratégique de la gestion des finances publiques, à l'amélioration de l'environnement des affaires et à accélérer la mise en service du parc industriel de Diamniadio et des zones industrielles et artisanales prévues dans les régions. Poursuivant sa communication autour de l'intérêt particulier qu'il accorde au développement des PME-PMI et à l'emploi des jeunes, le chef de l'État demande au Premier ministre
de prendre toutes les dispositions nécessaires à la promotion des PME-PMI, de l'emploi des jeunes et à l'adoption, dans les meilleurs délais, du projet de loi de développement des PME et de modernisation de l'économie. Par ailleurs, le chef de l'État demande au Premier ministre de veiller au suivi permanent des contentieux sociaux dans les entreprises, au paiement intégral des droits légaux des travailleurs concernés et de préparer la tenue de la deuxième conférence sociale avant fin octobre 2016. Abordant la préparation des prochaines rentrées scolaires et universitaires, le président de la République demande au gouvernement de poursuivre sans relâche et dans le consensus avec tous les acteurs impliqués les efforts tendant à faire de l'école et de l'université les instruments fondamentaux de valorisation du capital humain national. Dès lors, le chef de l'État indique au gouvernement l'urgence de prendre toutes les dispositions requises en vue d'une très bonne rentrée scolaire et universitaire 2016-2017, de mettre en œuvre les engagements déjà pris devant les syndicats d'enseignants et d'évaluer l'état d'application effective des décisions issues des conseils présidentiels sur les assises de l'éducation et de la formation et sur les concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Le président de la République a clos sa communication sur son agenda diplomatique et le suivi de la coopération en informant le Conseil des visites qu'il a effectuées au Kenya, en Chine et au Pakistan. Le Premier ministre, après avoir félicité le président de la République pour la dynamique d'intensification de sa politique de partenariat économique et les résultats tangibles obtenus lors des différentes participations à la TICAD au Kenya, au sommet du G20 en Chine et dans le cadre de sa visite au Pakistan, a rendu compte de la coordination de l'activité gouvernementale. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait le point de la situation sous-régionale, africaine et internationale. Le ministre auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent a fait le point de l'état d'avancement des différents projets et réformes. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord révisé de la communauté des États sahélo-sahariens adopté à N'Djamena le 16 février 2013. Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord portant création de l'institution de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques, ARC, le projet de décret portant création du réseau des instituts supérieurs d'enseignement professionnel